on y développe le point qui fait le plus peur, la dévaluation. Sujet diabolisé, souvent caricaturé, ici on l'explique calmement, pas à pas, avec des chiffres simples. La dévaluation, c'est quoi exactement? Première clarification essentielle. On ne revient pas au franc d'avant 2002. Ce franc qui valait, à l'époque, 6,55 et des poussières par rapport à l'euro de 2002. Ici, on crée une nouvelle monnaie, le franc nouveau, ou le franc Frexit, pour la compréhension de cette vidéo. Le nom, ce n'est pas l'essentiel. L'écu, pourquoi pas. Pourquoi franc Frexit? Parce qu'au jour J, pour éviter de chambouler la vie quotidienne, on convertit tous les montants domestiques à parité. 1 euro devient un franc Frexit. Salaire, loyer, contrat, crédit, tout passe de euros à franc Frexit en 1 pour 1. Exemple, 2000 euros de salaire, 2000 francs. 800 euros de loyer, 800 francs, 800 FF. 1000 euros de mensualité de crédit, 1000 FF. La parité interne est une convention technique pour la transition, pas un jugement de valeur. Donc si tout reste 1 à 1 en France, où est la dévaluation? À l'extérieur, c'est le taux de change du franc Frexit face aux autres monnaies. Pour un acheteur en euros, nos produits deviennent environ 20% moins chers. Pour nous, un produit importé coûte environ 25% de franc Frexit en plus. Parce qu'on ne réactive pas le franc de 2001, on crée le franc Frexit en 2025 et on fixe 1 euro égal à 1 franc français à l'intérieur du pays pour stabiliser les contrats. Ensuite seulement, le marché détermine la valeur externe du franc Frexit. Et quel est l'ordre de grandeur plausible de cette dépréciation externe? Les estimations sérieuses convergent vers une fourchette de moins 10% à moins 25% vis-à-vis de l'euro, pas un effondrement de 80%. On parle ici de travaux d'économistes comme Jacques Sapir, Frédéric Lordon, Olivier Berruyer, ou encore de simulations macroéconomiques de type CPI. Dans un pays comme la France, 7e économie mondiale, plus de 3000 milliards d'euros de PIB, industrie, agricole, nucléaire, tourisme, l'ajustement attendu est significatif mais contenu, typiquement de l'ordre de quelques dizaines de pourcents, pas d'un écroulement. Autrement dit, la photo franc de 2001 n'a plus de sens en 2025. Ce qui compte, ce sont les fondamentaux actuels de la France et l'écart de compétitivité cumulé sous l'euro. Une dépréciation modérée, moins 10 à moins 25%, corrige une partie de notre surévaluation sous l'euro, réduit le prix relatif de nos exportations, décourage une part des importations non essentielles, réoriente la demande vers la production locale, relance l'investissement productif et l'emploi. Ce n'est pas de la magie, c'est un ajustement de prix relatif. Chiffrons en ordre de grandeur. Exportation, plus 10% en volume, plus 65 milliards d'euros. Importation, moins 10% en volume, plus 72 milliards d'euros de soldes améliorés. Consommation intérieure freinée par l'inflation, moins 15 milliards d'euros. Résultat net, environ plus 120 milliards d'euros de PIB sur 2 à 3 ans, soit environ plus 4% de croissance cumulée. Bref, ce n'est pas la fin du monde, c'est même un coup d'accélérateur. Le revers, c'est l'inflation. Plus 5 à plus 8% par an pendant 2 à 3 ans. Énergie, composants, biens importés, plus cher. Mais aujourd'hui déjà, on a eu 4 à 5% d'inflation sans levier monétaire, 8% dans les assurances, l'explosion du prix de l'énergie, les produits alimentaires, etc. Avec une monnaie nationale, on retrouve des outils. Selon l'INSEE, l'inflation atteint en mars 4,5% sur un an. Outils concrets. TVA 0% sur produits de première nécessité, chèque énergie et alimentation ciblée, indexation du SMIC sur l'inflation, aide ciblée pour TPE-PME industrielles. Coût total, 20 à 25 milliards d'euros sur 3 ans. À mettre en regard avec ce que la France perd chaque année via des mécanismes d'optimisation fraude, aujourd'hui insuffisamment combattus. Qui y perd, qui y gagne. En réalité, tout le monde y gagne, mais pas à la même vitesse. À court terme, protégés, faible revenu et petite retraite, aide plus indexation ciblée. Sous pression, une part de la classe moyenne non indexée, environ moins 200 euros par mois type. Perdant relatif, gros consommateurs de produits importés. Gagnants, agriculteurs, industriels exportateurs, filières de substitution aux importations. Et donc, en répartition indicative, un tiers gagnant, un tiers neutre, un tiers perdant au départ. Après redémarrage, 5 à 10 ans, environ 50% gagnants, 30% neutres, 20% perdants. Et pour l'emploi, le grand levier. Avec une monnaie ajustée, plus 400 000 emplois nets en 3 ans, jusqu'à plus 1,3 million sur 10 ans. Le chômage descend environ 5%, vs 7 à 8% aujourd'hui. Pour un pays en chômage de masse depuis 40 ans, c'est énorme. Quelques exemples concrets. Carburant,
Plein à 100 €, environ 108 à 110 € au pic d'inflation. Moralité, oui l'import renchérit, oui l'export gagne en compétitivité. C'est l'objectif. Et nos dettes? Ménages, entreprises et même l'État? Bonne nouvelle, 90 à 95% des dettes françaises sont en droit français. Elles sont donc converties automatiquement en francs nouveaux. C'est le principe du lex monetae. Votre crédit immobilier de 1 000 € par mois devient 1 000 francs Frexit par mois. Il ne bouge pas en chiffres. Mais si la monnaie perd de la valeur, ça ne nous désavantage pas? Non, au contraire. Avec l'inflation, les salaires et revenus augmentent. Le poids réel de la mensualité baisse comparé aux revenus indexés. C'est juste mathématique. C'est un transfert de richesse. Les emprunteurs sont soulagés et ce sont les créanciers, banques, investisseurs, qui encaissent la perte. En clair, pour les ménages et les entreprises, c'est plutôt une protection. Seule une minorité de dettes, celle émise en droit étranger à Londres ou New York, restera en euros. Elle ne concerne que très peu les dettes de l'État, mais se concentre sur les entreprises du CAC 40 qui sont valorisées à plusieurs milliards sur le marché boursier et sont parfaitement en mesure d'absorber ce choc, d'autant qu'elles bénéficient de privilèges fiscaux et juridiques considérables. Quant à l'impact sur les finances publiques, avec PIB en hausse plus chômage en baisse, année 1, plus 8,5 milliards d'euros sur le solde, année 2, plus 26,5 milliards d'euros, année 3, plus 58 millions d'euros par an. La dévaluation bien gérée n'aggrave pas la dette publique, elle améliore le solde. Mais l'inflation, on l'a subie, non? L'inflation, c'est un outil. D'abord, elle est temporaire, pic sur 2 à 3 ans, puis reflue. Ensuite, on protège les plus fragiles. TVA zéro, chèque, SMIC indexé. Enfin, on gagne en activité et emploi, ce qui élargit la base fiscale et soulage la dette. Et c'est pas une théorie sortie d'un chapeau. C'est l'outil utilisé en 1958 en France, au démarrage des 30 Glorieuses. En 1992 au Royaume-Uni, lors de la sortie du SME. C'est ce que fait la Banque européenne depuis la crise de 2008, tout en fustigeant l'inflation. La dévaluation est un outil classique. Bien utilisé, c'est un ajustement, pas une catastrophe. C'est ça le pari temporel. Accepter un ajustement au début pour récolter des bénéfices massifs ensuite. En conclusion, oui, il y aura de l'inflation. Oui, certains perdront au départ. Oui, c'est un pari temporel. Mais les plus faibles économiquement parlant sont protégés, les exportateurs gagnent, l'emploi redémarre. Au final, le pays sort du déclin et retrouve des marges de manœuvre. Le Frexit n'est pas une folie. C'est un choix stratégique, un pari pour l'avenir pour que nos enfants vivent mieux que nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour le scénario complet, cliquez sur le lien en haut à droite ou dans la description. Frexit intégral. Dites-nous en commentaire, la dévaluation est-elle selon vous un risque ou une chance ? Abonnez-vous, partagez et à très bientôt pour la suite. Hop, hop, hop.